Dans cette partie, on va voir différentes manières d'animer des personnages virtuels. Et le premier point qu'on va regarder, c'est comment est-ce que l'on déforme la peau, la surface externe des personnages. Puis on verra dans une deuxième partie comment est-ce qu'on contrôle le mouvement qu'ils vont réaliser. Je vais présenter la méthode qui est la plus utilisée, qui est une méthode basée sur des squelettes et qui va permettre de déformer la surface de la peau en fonction de la position d'un squelette d'animation. C'est ce qu'on appelle du skinning de personnages. Donc l'objectif, c'est d'arriver à déformer des personnages qui vont être articulés, qui vont avoir des articulations. Donc l'idée, c'est d'utiliser un squelette qui va venir modéliser en quelque sorte les membres du personnage, et le mouvement du personnage va être modélisé par des articulations qui seront les centres de rotation. Alors, ce que je vais appeler un squelette d'animation, c'est un ensemble de repères dans l'espace, donc des repères qui sont définis par une position et une orientation, et qui vont venir décrire les parties qui vont être non rigides du personnage. Donc les parties qui vont pouvoir être articulées, typiquement par des rotations, et ça va définir les degrés de liberté du personnage. Alors en termes de terminologie, on va appeler un joint les repères, qui seront décrits par la matrice TI, qui sera une matrice 4-4. Et de manière logique, on va appeler un os le segment qui va relier deux joints, un parent et son fils. Alors il faut bien noter que les squelettes d'animation ne sont pas nécessairement des squelettes au sens anatomique. On peut voir un exemple de squelette d'animation ici du chat. On va se rendre compte qu'on a beaucoup de joints et donc d'os au niveau de la tête du chat, simplement parce que la tête du chat va posséder plus de degrés de liberté. Typiquement, on va vouloir animer les yeux du chat, le nez, les oreilles, la bouche, indépendamment les uns des autres, alors que dans le reste du corps, on va avoir moins de degrés de liberté. Et donc, on va avoir un os et un repère pour chaque partie du chat que l'on va vouloir manipuler indépendamment. La manière la plus simple de déformer la surface étant donné un squelette, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un skinning rigide. Et donc l'idée, c'est en quelque sorte d'attacher un sous-ensemble des sommets à des os spécifiques qui vont être donc décrits par les joints. Donc par exemple, les sommets indiqués en vert vont suivre l'os du haut de la jambe, alors que les sommets en rouge vont suivre les sommets de l'os ou du joint du bas de la jambe. Alors pour formuler la déformation associée au sommet, donc on va considérer un personnage dans une pose de référence, et on va considérer dans cette pose le repère d'une frame ou d'un joint qui sera donné par T0, où T0 c'est une matrice 4-4, et la coordonnée du sommet associé sera la coordonnée V0 attachée à ce repère T0. Après déformation, on aura la connaissance du repère T, et on va rechercher la nouvelle coordonnée de la position V. Donc, on peut se poser la question, quelles sont ces coordonnées de V en fonction de la matrice T, T0 et V0? Alors, une des manières de retrouver cette formulation, c'est de dire que V0 et V ont en fait les mêmes coordonnées locales par rapport à leur propre référentiel. Donc V0 possède des coordonnées locales par rapport à T0 et V possède des coordonnées locales par rapport à T. Et les deux sont égales puisque le sommet V bouge rigidement avec le repère T. Donc pour exprimer les coordonnées locales du sommet V, dans le repère T c'est T-1V et la coordonnée locale du repère V, de la coordonnée V0 dans le repère T0, c'est T0 inverse multiplié par V0. Et donc on se retrouve avec l'expression de V qui est égale à T multiplié par T0 inverse multiplié par V0. Une autre manière de voir les choses, c'est de directement dire que la matrice de transformation qui amène T0 sur T, c'est la matrice M, et elle est exprimée comme le repère T, la matrice du repère T multipliée par T0 inverse. Et on se retrouve encore une fois à dire que V, c'est M fois V0. Le skinning rigide, il a l'avantage d'utiliser ce squelette d'animation
Donc cet ensemble des joints est assez facile à construire, ça peut se faire de manière interactive rapidement. Animer et déformer, articuler un squelette de manière interactive, c'est relativement intuitif. On a l'impression de pouvoir prendre des membres du personnage et de venir les articuler directement. Par contre, utiliser cette manière de déformer la peau du personnage en associant des sommets uniquement à un repère spécifique va amener à des discontinuités lors des déformations et potentiellement des auto-intersections au niveau des articulations. Et donc l'idée, ça va être d'utiliser ce qu'on va appeler un skinning lisse qui va venir mélanger des transformations discontinues autour des articulations. Et donc l'idée, c'est d'utiliser un skinning qu'on va appeler un skinning lisse qui va venir mélanger ces transformations autour des articulations. Je vais prendre l'exemple de ce cylindre que l'on va plier en deux et je vais présenter la méthode de linear blend skinning qui va consister à faire une interpolation linéaire des positions en fonction des repères auxquels ils sont associés. Donc je considère le point P, ou P0 dans la pose de référence, qui se situe entre les deux parties du cylindre. Si j'associais P au repère T1, dans ce cas-là, le skinning rigide m'indiquerait que la position P devrait se situer à cette extrémité. Si d'un autre côté j'associais le point P au repère T2 et que j'applique le skinning rigide, j'aurais mon point P qui se situerait à cette autre extrémité, donc à cette autre coordonnée. Et le skinning lisse va consister à dire que je vais faire un mélange entre ces deux positions. Alors pour mon point P, étant donné qu'il est vraiment entre les deux parties du cylindre au niveau de l'articulation, je peux dire que c'est une demi-fois le point P déformé par l'os B1 plus une demi-fois le point P déformé par l'os B2. Si j'étends la formulation en fonction des repères T1 et T2, je vais me retrouver avec P qui vaut une demi-fois la matrice M1, qui est la déformation entre T1,0 et T1, plus une demi-fois la matrice M2, qui est la déformation entre le repère T2,0 et le repère T2. Et ça va me donner le point P, qui va se situer entre P de B1 et P de B2. Et on peut étendre ça à tous les points de la surface, mais évidemment, on va pas forcément associer des poids 1,5 et 1,5 par rapport à B1 et B2, mais on va avoir des poids qui vont évoluer, c'est-à-dire que plus mon point P va être en bas du cylindre, plus je vais l'associer au repère T1 et à l'os B1, et plus mon point P va être haut dans le cylindre, et plus je vais l'associer à l'os B2. Et donc ça va être des poids d'interpolation que l'on va appeler des poids de skinning, qui seront ces poids alpha. Et d'une manière générale, lorsque j'ai deux os, je vais pouvoir dire que mon point P, il aura pour coordonnées alpha P donné par l'os B1 plus 1 moins alpha P donné par l'os B2. De manière naturelle, on va utiliser des combinaisons barycentriques telles que la somme des poids fasse 1. Et donc en détaillant, on aura la combinaison linéaire en fait entre les matrices M1 et M2 et appliquée à la position P0. Alors on peut encore généraliser cette relation pour des personnages plus compliqués qui auront plus que deux os. Je vais pouvoir associer des poids entre le sommet et l'ensemble des os dont il va dépendre. Donc je vais pouvoir définir des poids alpha K et je vais venir sommer, je vais dire que P sera la somme de tous ces poids par rapport aux os K multiplié par la position déformée par cet os K. Ou d'une autre manière, c'est la somme sur tous les os des alpha K multipliée par les matrices de déformation MK et appliquée au point P0, avec toujours ce principe d'avoir une somme des poids de skinning qui se somme à 1. Donc en synthèse, le skinning lisse, c'est le fait de pouvoir exprimer cette position P finale comme une combinaison linéaire de matrices, des matrices M, ou si on étend, ce sont les repères TK multipliés par TK0 inverse, et appliqué à la position P0, avec une somme des poids de skinning qui vaut 1. Alors, cette méthode de déformation de skinning ou de linear blend skinning,
c'est actuellement le standard pour à peu près tous les personnages articulés en informatique graphique. Que ce soit au niveau de films d'animation, de jeux vidéo, d'effets spéciaux, c'est extrêmement utilisé pour venir interagir avec des personnages articulés virtuels. L'avantage, c'est que la déformation appliquée, elle est relativement intuitive. La forme est contrôlable à partir de cette notion de poids de skinning, et la formulation, en fait, elle est très rapide à calculer. On peut tout à fait calculer ce skinning sur la carte graphique directement, puisque ça consiste en une somme pondérée de matrices, suivie d'une multiplication entre matrices et vecteurs. Alors on peut se poser la question de comment définir ces poids de skinning, qui sont cette dépendance entre les sommets et les os du squelette d'animation. Tous les outils de modélisation 3D actuels proposent des outils qui permettent de peindre sur la surface les poids de skinning. Les artistes qui préparent ces personnages, qui préparent ce que l'on appelle un rig de personnages, sont capables de peindre sur la surface directement cette dépendance entre les sommets et les os. Ça permet d'avoir la précision que l'on souhaite. C'est pas forcément simple, c'est pas très intuitif en fait de peindre ces poids. Donc il peut y avoir également des méthodes de calcul automatique qui vont au moins donner une base avant de venir peindre manuellement. Donc, la méthode la plus simple, c'est d'utiliser par exemple les distances cartésiennes entre les sommets et les os. Et ce que l'on souhaite, c'est donner des poids importants lorsque le sommet est proche d'un os et éloigné des autres. Et donc ce que l'on peut faire, par exemple, dans le cas de deux os, c'est de dire que le poids alpha 1, ça va être la distance inverse par rapport à l'os 1. Donc le poids alpha 1 qui sera la dépendance du sommet par rapport... Donc le poids alpha 1 qui sera la dépendance du sommet par rapport à l'os 1, on pourra le calculer comme la distance inverse de ce sommet par rapport à l'os 1, visé par un facteur de normalisation qui sera cette distance inverse par rapport à l'os 1 plus la distance inverse par rapport à l'os 2. Et on peut généraliser ça à un nombre quelconque d'os. Alors ce type de calcul par distance cartésienne va donner déjà une bonne approximation. Par contre, si on a des membres qui sont proches les uns des autres, on risque de venir calculer des distances qui vont sortir du corps du personnage. Donc on peut utiliser d'autres approches un petit peu plus avancées en utilisant des méthodes de diffusion qui vont être restreintes à l'intérieur du volume de la surface ou venir diffuser sur la surface du personnage. Et d'un point de vue vocabulaire, lorsque les artistes définissent donc ces poids skinning, on appelle ça le rigging. Alors, on avait vu précédemment un format de fichier qui permettait d'encoder des maillages, par exemple le format OBJ. Par contre, si on cherche à échanger des fichiers qui contiennent des données de skinning, typiquement avec des poids de skinning, des squelettes ainsi que l'animation du squelette, il y a relativement peu de formats ouverts standards pour ça. Donc les modeleurs 3D vont évidemment avoir leurs propres standards, que ce soit des fichiers Blend pour Blender, 3ds pour 3D Studio, des fichiers spécifiques à Maya, FBX, qui sont des fichiers généralement encodés en binaire et qui ne vont pas forcément être simples à parser lorsque l'on veut, et qui ne vont pas forcément être simples à parser dans des outils externes. On peut tout de même noter les formats de fichiers de type Collada, qui sont des formats XML, qui permettent de stocker de nombreuses choses, dont en particulier des animations de type skinning, ou des formats de type JSON, tels que GLTF, qui vont également pouvoir encoder des rotations, des positions au cours du temps et des notions de squelette d'animation. Dans tous les cas, ce sont des fichiers qui ne sont pas forcément aussi simples à lire et à analyser que des formats de maillage statique tels que OBJ. Alors on a vu que le Linear Blend Skinning avait certains avantages, il était simple à calculer, par contre il a des limitations qui lui sont associées. Donc premièrement, le rigging, donc le fait de définir les poids de skinning n'est pas forcément trivial. Au niveau des épaules d'un personnage, les calculs automatiques sont généralement pas parfaits. Et donc il va falloir venir manipuler ou peindre manuellement ces poids de skinning. Et peindre manuellement des poids de skinning, c'est quelque chose qui n'est pas trivial, puisqu'on a cette dépendance barycentrique
À savoir que on a la somme des poids qui vaut 1. C'est-à-dire que si j'augmente le poids ou l'influence qu'a un os sur un sommet, ça va automatiquement faire décroître l'influence qu'auront les autres os sur ce sommet. Donc c'est un petit peu plus compliqué que de simplement peindre une couleur sur une surface. Donc la deuxième limitation du linear blend skinning, ce sont les artefacts visuels, ce sont les défauts visuels que l'on va pouvoir voir lorsqu'on utilise des rotations importantes au niveau des articulations. Deux possèdent des noms spécifiques. Alors le candy wrapper, qui est cet artefact qui est obtenu lorsque l'on a un twist de 180 degrés. Donc si je tourne le bras de 180 degrés, je vais avoir une fusion de tous les sommets en un point unique. Et l'autre qui est le collapsing elbow, qui consiste en une perte de volume local, typiquement au niveau des coudes et des articulations des personnages, lorsque l'angle de la déformation est important. Alors, d'où viennent ces problèmes? C'est qu'en fait, on utilise un mélange linéaire entre des matrices de transformation qui sont des matrices rigides, qui vont être définies par des rotations et des positions. Donc, si on cherche à améliorer la formulation, il faudrait faire des mélanges qui seraient non linéaires au niveau des matrices de transformation. Et il existe des méthodes pour ça, telles que la méthode des quaternions duaux, mais je ne rentre pas dans le détail.